Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite manip parce que j'avais pas eu le temps d'aller chercher la bouteille d'eau, voilà, désolé pour l'apparition de la grosse tête à l'écran, c'était absolument effrayant. Mais bien sûr, on est là, on est au rendez-vous mes chers amis, parce qu'on a un beau programme à évoquer avec évidemment cette journée de Ligue 1, la 22e, beaucoup de choses qui se sont déroulées. Évidemment, il y a eu des gros coups de cœur, hein, comme bien sûr la performance marseillaise, Nantes qui a passé une sale soirée à Monaco, Strasbourg qui peut rêver d'Europe, et évidemment hein, le retour de Nabil Bentaleb sur les terrains, et retour victorieux, retour avec ce petit but qui permet au LOSC voilà, de se raccrocher, parce que devant tout le monde a gagné, hein, je crois que ouais c'est ça, devant ça tient un bon petit rythme, donc voilà, on a d'autres bonnes locomotives de Ligue 1 qui sont en forme, et puis voilà. Comme toujours, installez-vous, on va parler des 9 matchs, ça va être un programme, ma foi, assez conséquent. En plus, voilà, on va être en plus en prévision d'une journée, d'une 23e journée, où il y a notamment un Noël PSG qui arrive, donc ça va être assez savoureux à suivre. Le programme, les amis, il va être assez... ouais, je crois qu'on a pas mal de bons petits matchs à voir hein, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il s'en est passé des choses hein, avec la victoire du LOSC Rennes, et on est sur 6 victoires à l'extérieur, et tous d'affilée, hein, depuis hier et le match Toulouse-PSG. Donc voilà, petite tendance à l'extérieur, bien sûr, les deux raclés de Marseille et Monaco, le petit nul, le seul de la journée entre Brest et Auxerre. Au classement, comme je vous l'ai dit, il y a une grosse cadence. Hein. Il y a une grosse cadence. Voilà, faut suivre. Hein. Faut suivre devant parce que du coup, Strasbourg a pris quand même la place de Lens à la 7ème place. Donc c'est important parce que Strasbourg, qu'on devinait être une très bonne équipe avec des jeunes joueurs, c'était peut-être un petit peu irrégulier et tout, parce que c'est vrai qu'ils ont démarré fort. Ils ont eu un creux à l'automne, mais là ils sont en train de repartir de plus belle, avec en plus du mercato intéressant comme Obamidele ou Barco qui a fait un top match contre Lens. Et puis là, tu vois, ils sont sur 2 victoires de suite. Et puis voilà, c'est vrai que dans ce classement un petit peu, vous savez, ventre mou, hein, qui de voilà Toulouse, Brest, Lens, Strasbourg pouvait aller chercher peut-être la Conference League, je pense que Strasbourg a totalement les armes, les atouts. À Toulouse, malheureusement, on y a cru un petit moment, mais là j'ai l'impression que la série elle est trop négative pour espérer du mieux, parce que Sanking, Sangbo qui étaient blessés, même qui ont une petite période de moins bien, c'est délicat. Brest, je pense que je les mets toujours dedans parce que quand il n'y aura plus la Ligue des Champions, je pense qu'ils vont pouvoir se mêler à la lutte. Et Lens, j'avais envie d'y croire parce que voilà, même si c'est un effectif très particulier avec beaucoup de changements, où on a bien sûr les départs de Samba, Danso, Kuzanov et Frankowski. On va revenir juste après le départ de Frankowski, parce que vraiment ça va être assez... je pense que autant Samba, Kuzanov, Danso, je me disais ok, Lens peut-être trouver quelque chose, mais je trouve Frankowski dans l'animation, dans ce qu'il a porté, c'est un gros coup dur, je trouve, pour Lens. Sincèrement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je me disais que Lens était à sa place avec ce 7ème rang. Mais là, ça va être compliqué vraiment d'aller chercher l'Europe. Pourtant, tu vois, ils sont là. Hein. Voilà, Strasbourg leur a pas mis un écart et tout. Mais voilà, vous savez, des fois, il y a des sensations, des atmosphères un peu bizarres. Et ce match Lens-Strasbourg, il a représenté un certain changement de dynamique, et j'ai l'impression que Strasbourg peut aller l'accrocher. Alors évidemment, on verra s'ils en ont l'étoffe, mais c'est vrai que depuis voilà, que ça a été un petit peu plus compliqué il y a 2-3 mois pour Rosseignor, ouais, franchement, cette équipe, elle est assez épatante. Et il y a une bonne question de Smoumi qui demande ça met des volets à tout le monde. Est-ce que c'est trop fort devant? Le bas du classement est très faible. Je sais pas si c'est trop fort devant, je pense que c'est juste les équipes qu'on attendait de base. Voilà, je pense que le top 6 de Ligue 1, c'est les 6 équipes qui sont voilà, les plus gros budgets, c'est les équipes qui ont le meilleur effectif, donc il y a une forme de logique. Après, oui, on est un championnat assez faible en bas, bon, ça a souvent été le cas, tu vois. J'ai souvenir d'une saison, c'était la saison il y a 2 ans, je sais pas si vous en souvenez, mais voilà, Nantes aurait pu descendre, mais tu sais, il y avait 3 équipes qui étaient totalement larguées. T'avais Ajaccio, Troyes et Angers, et vraiment, ils avaient été relégués il y a un petit moment, enfin, on savait que c'était finito de chez finito. Et là, oui, c'est vrai que avec cette histoire où t'as plus que 2 relégués et un barragiste, sincèrement, même Montpellier peut encore y croire, hein, parce que Saint-Étienne n'a que 3 points d'avance. Nantes
avec tous leurs problèmes et le fait qu'il ait pris que 4 victoires c'est tellement faible en 22 journées, sincèrement c'est une folie. Oui, je pense que comme d'habitude t'as un classement, enfin t'as un championnat où il y a beaucoup d'écart, mais voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui nous ont inquiétés, hein, parce que comme le dit notre ami Enzo, Reims, le dévissement de Reims qui a plus gagné depuis 3 mois, pour ceux qui sont posés devant le match d'Angers, waouh, c'est plus qu'inquiétant, parce que quand ils en prennent 4 à Lyon, tu te dis, bon, c'est l'OL. Voilà, il y a une différence, même si on sait qu'il y a eu beaucoup de changements, un petit peu, voilà, de, le move Fonseca, ça, n'a pas été très bien accepté, donc même le match à Marseille était particulier. Donc voilà, après, l'OL a un effectif qui est de bien meilleure qualité et surtout a de bien meilleures intentions. Et au final, t'as senti que voilà, Reims boxait plus du tout dans cette catégorie-là, mais même cette catégorie inférieure, le ventre mou, ils y sont plus, parce que voilà, tu vois une équipe comme Angers qui était un point devant eux, donc je sais pas si on peut considérer équipe comme Angers comme une équipe du ventre mou, à voir un petit peu sur la durée, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu as un petit ventre mou qui est en train de se dessiner là avec Toulouse, Angers, Auxerre et Rennes. Je pense que Rennes, ils vont se mettre à l'abri et on va revenir juste après sur ce match-là. Par contre, oui, je pense que Reims, même si tu as 4 points d'avance sur Saint-Étienne, 5 sur Le Havre, t'as ce petit matelas, mais par contre, attention, parce que le matelas, il est en train, sans faire gaffe, là, honnêtement, je pense qu'ils y sont. Ils y sont à la lutte pour ne pas descendre, et le coach Samba Diawara, celui qui a pris la place d'Elsner, qui était son adjoint, il a eu des mots très justes. Voilà, cet après-midi, t'avais une équipe qui jouait ensemble, c'était Angers, et à Reims, c'est 11 joueurs, un enchaînement d'individualités où tu as des mecs qui tentent quelque chose, voilà, du FC Expo individuel, et au final ça se fait punir par Angers. Et même si voilà, c'est vrai qu'il y a le penalty de Diakité, mais Reims, ouais, c'est vrai que c'est chaud, donc je sais pas si en bas c'est très faible ou en haut c'est très fort, mais très clairement oui, tu as quand même un championnat, allez, on va dire à 4 vitesses. T'as le PSG qui est dans une galaxie très très lointaine. T'as la lutte pour l'Europe, on va dire, allez, voilà, Marseille, Nice, Monaco, Lille, Lyon, Strasbourg qui est pas trop loin, mais je pense que Strasbourg sera peut-être plus à la lutte pour la conférence, avec voilà, une petite meute de poursuivants, un ventre mou, et après oui, t'as 5 équipes derrière qui ont énormément de soucis à se faire. Ça, je suis bien d'accord avec vous. On y va, les amis, pour le débrief match par match, comme d'habitude. Vous connaissez l'adresse. On va aller tout de suite sur le match de ce soir, ce Rennes-Lille, où j'ai bien cru que Rennes allait faire un petit hold-up, allait faire un beau coup, parce que entre le penalty, alors raté par Akpom et arrêté par Samba, mais je pense qu'il est plus raté qu'arrêté, parce que Akpom a quand même pas été très bon sur ce coup-là. Akpom qui marque un but, alors un but invraisemblable, mais il y a hors-jeu. Rennes était très clairement dominé, avait du mal à sortir. En vrai, c'était intéressant ce match, parce que après les 2 victoires contre Strasbourg et Saint-Étienne, on voulait voir ce que pouvait donner Habib Beye et ce Stade Rennais-là dans un contexte face à une équipe européenne, une équipe voilà, qui réalise une vraie belle saison avec des joueurs d'un niveau supérieur, sans manquer de respect, à Strasbourg et Saint-Étienne, et surtout un collectif, tu vois, qui, si ça tourne bien, ça peut être compliqué. Et ouais, on a senti encore que Rennes m'a été une équipe, je vais pas dire malade, mais tu vois la marge de progression conséquente qui reste à parcourir pour voilà, se remettre à l'endroit, et je pense que ça va passer par beaucoup de semaines de travail. Je pense que Habib Beye va pouvoir obtenir des bons petits résultats, mettre évidemment Rennes à l'abri par rapport à la zone rouge. Ici on a parlé d'Europe parce que voilà, on aime bien s'enflammer, mais évidemment ça va être très très compliqué, et je pense pas que Rennes pourra faire une remontada incroyable, mais voilà, toujours se le mettre dans un coin de la tête, parce que le football est un sport qui est tellement surprenant, et bien sûr je vais vers tous vos messages, mais oui, il est aussi émouvant avec l'histoire de Nabil Bentaleb. Bentaleb, on rappelle, hein, un entraînement l'été dernier où il fait un arrêt cardiaque, un malaise voilà, qui inquiète énormément. Bien sûr, sa carrière est mise en pause. Il ne peut plus jouer. Vous savez que maintenant il y a des réglementations. On vérifie évidemment que après ce type d'avertissement, est-ce que le joueur peut reprendre? Est-ce que voilà, une activité de footballeur pro, entre l'intensité des entraînements et des matchs, c'est tout de même conséquent. Et on sait qu'il y a des pays qui interdisent des joueurs de jouer par exemple avec des pacemakers comme l'Italie. Voilà, vous savez que quand Eriksen
Kane avait eu son malaise avec le Danemark, il avait dû repartir. Hein. En Angleterre, c'est autorisé. Bentaleb, c'est pendant un 5 pas d'entraînement. Merci Neftia pour la précision. Mais quoi qu'il arrive, oui, c'est un joueur qui a été dans la salle d'attente. Hein. On se demandait un petit peu ce que ça allait devenir. Lille, en attendant, a avancé, hein, a eu des bons résultats. Mais c'est vrai qu'il fallait se souvenir que l'an passé, si Lille a accroché la LDC, c'est aussi parce qu'il y avait un excellent duo. André Bentaleb en double pivot qui faisait un boulot monstre et sincèrement revoir Bentaleb sur un terrain, déjà c'est un immense plaisir pour lui. On a bien senti aussi la dose, la vague d'émotion puisqu'on avait bien sûr ces séquences, on a vu la vidéo à l'entraînement, le retour avec la haie d'honneur et ça fait super plaisir. Alors le scénario de ce soir, je pense que voilà, il y a que le sport, que le foot pour nous transmettre ce genre de récit parce que le fait qu'il rentre à 0-0 et qui marque ce but, qui soit bien placé, et apparemment j'avais pas la stat mais tout le respect nous dit c'est son premier but avec le LOSC, alors là c'est vraiment le feu d'artifice absolu, et un but qui compte énormément surtout parce qu'on l'a vu au classement, Lille a eu un démarrage en 2025 un petit peu ça a un petit peu tâtonné, la défaite contre Le Havre, il y avait encore la séquelle bien sûr du revers contre Dunkerque en Coupe de France et revoir Bentaleb marquer, puis juste cette célébration avec tout le staff, les joueurs, enfin on a senti une vraie communion, enfin c'est évident hein, parce que voilà, c'est bien sûr après tout ce qui s'est passé, tout ce qui a traversé, on savait que ça allait être un moment particulier déjà de revenir sur le terrain, mais alors marquer, certains l'ont dit, c'est le plus grand moment de la saison. Bon, pour moi le plus grand moment de la saison, c'est quand Tanguy Koulibaly a mis un tir dans Genesio lors de Montpellier et que Genesio a voulu courser. Moi personnellement ça restera l'image de la saison, hein. Voir un coach qui tente de rattraper un joueur, de faire un sprint pour le goumer, ça perso on fera jamais mieux, mais blague à part, oui, bien sûr revoir un Bentaleb sur les terrains et puis décisif, et puis c'est vrai qu'on sait qu'à Lille on a beaucoup de blessés, d'absents récurrents, mais quand tu vois la profondeur du milieu de terrain avec André, Bentaleb, Muko, Angel Gomez, Haraldsson, t'as aussi André Gomez sur le banc, Angel Gomez, c'est vrai que Lille petit à petit se remet bien. Je pense qu'ils avaient quand même un coup à faire en Coupe de France. Bon, c'est comme Nice, hein, c'est décevant parce que c'était les derniers, il y a Brest aussi, mais ça va être compliqué quand même d'empêcher le PSG, mais sur un match on savait jamais. Écoute, ce Lille-là qui va aborder son 8ème de finale, tu vois, j'ai oublié Boadi, je savais que j'avais oublié un mec, mais c'est vrai que là, t'as quand même 7-8 noms qui sont quand même intéressants. Tous n'ont pas le même état de forme, la même dynamique cette saison, mais pour un coach, c'est quand même un choix assez royal. Et c'est vrai que Lille, ce soir, a montré vraiment que c'était une équipe qui maîtrisait parfaitement son sujet, ça panique pas. Et j'ai bien aimé l'attitude de l'équipe, parce qu'il y avait... je vais pas dire péril dans la demeure, parce que bien sûr Lille est bien classé et qu'un championnat il reste plus de 10 journées, donc tranquille, hein. Mais c'est vrai que quand on voit un petit peu devant et derrière que ça prend des points, que tu peux être un petit peu en danger, parce que ce Lille là veut aussi faire top 4 pour se qualifier de manière récurrente en LDC. J'aimais bien le fait, et Genesio l'a dit en avant-match, qu'il y avait des résultats où ça mettait un petit peu le LOSC dos au mur, et ils ont parfaitement répondu, ils ont bien géré leur affaire avec beaucoup de joueurs qui ont fait un match plein. Je pense à Ismaili et Bakker qui ont été énormes, tu vois. C'est vrai que quand j'ai vu la compo de Genesio, j'étais presque un petit peu déçu qu'ils mettent pas Sahraoui à la place de Bakker pour avoir un pur offensif plutôt que Bakker qui a dépanné à tous les postes. Mais finalement, parmi les meilleurs joueurs de Lille ce soir, t'as Boadi qui a fait un match plein, j'ai trouvé. André qui avait été un petit peu en difficulté, c'est vrai, notamment contre Le Havre. Je trouve qu'il a été plutôt bon, notamment dans sa gestion. C'est vrai qu'en face, Habib Beye avait mis un milieu de terrain jeune avec Ismaël Koné et Djaoui Cissé, et devant t'avais le trio Kalimundo, Blas et Altamari. Mais Lille, c'est là où aussi je trouve que ça a fait la différence. C'est que le LOSC
a eu la supériorité au milieu de terrain et très très vite on a senti que Rennes, malgré toute sa bonne volonté, ne trouvait pas des solutions de passe, c'était vraiment difficile de ressortir et c'est compliqué quoi. Et Diakité très très bon, Diakité, et pareil Diakité, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est un joueur qui marque beaucoup sur coup de pied arrêté et encore ce soir, il y a 2-3 situations, il est toujours bien placé, retomber des ballons, c'est pas un hasard parce que évidemment tu marques beaucoup sur coup de pied arrêté, tu te dis que le mec sent bien les coups, mais c'est aussi un joueur qui est vraiment toujours à l'affût et qui sait bien se positionner. Et ouais, lui, quand il est arrivé de Toulouse et tout, on savait pas trop latéral droit, défenseur central, mais en tant que défenseur central, bah ouais, c'est vraiment une référence au LOSC et la charnière qui forme Alexandro, c'est ouais, parmi les duos les plus solides de Ligue 1. Ouais, c'est vrai qu'à Diakité, il est assez épatant. Alors Diakité en équipe de France. Tu sais ce qu'on dit, hein, quand tu regardes le vivier de défenseurs centraux français, bah bon courage. Après, c'est vrai que c'est ouf, hein, parce que la dernière fois je faisais une émission avec des Belges, je leur disais, et c'est vrai, hein, le 10e ou 11e choix en équipe de France, il serait titulaire en équipe de Belgique. Parce que le 10e ou 11e choix, je crois que ça doit être peut-être Loïc Badet, un mec comme ça, ou même Maxence Lacroix à Crystal Palace. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant une profusion de défenseurs centraux. Et c'est vrai que on capitalise là-dessus pas mal. Akpom, j'ai bien aimé parce que Akpom a beaucoup tenté, a raté. Le penalty, voilà, je l'ai dit, il a un petit peu. En plus, il y a Haraldsson qui veut le tirer. Genesio qui dit ça va être Akpom et Akpom le rate. Donc tu vois, c'est quand même assez dur de ce point de vue-là. Mais non, il a mis son but hors jeu. Il s'est beaucoup dépensé. Et quelqu'un me disait, c'est vrai que c'est presque regrettable que Lille n'ait pas trouvé un remplaçant à David un peu plus tôt, parce que voilà, ici vous savez ce qu'on pense de David, c'est quand même un attaquant qui a un bon petit ratio, voilà, qui fait les efforts, qui fait les différences, mais le problème de David c'est qu'il a enchaîné comme un bourrin, il a fait je ne sais combien de matchs entre Lille, les Coupes d'Europe, le Canada et tout, et je pense que David, si on voulait qu'il soit plus à 100% qu'à 60-70%, il fallait lui trouver une alternative en attaque. Et voilà, l'an dernier, il était allé chercher un Hitch qui n'a pas fonctionné, qui a une grosse blessure. T'as Mohamed Bayo qui est de retour. Et même si c'est pour faire le nombre, bah, au niveau de la qualité, bah, évidemment, quand tu passes de David à Bayo, je ne vais pas lui manquer de respect, mais tu sens qu'il y a un gap fabuleux. Par contre, Akpom, bah, écoutez, je comprends pourquoi on disait qu'il fallait relativiser son passage à l'Ajax si tu me déjuges pas mon cher Enzo qui est supporter de l'Ajax et suiveur attentif du football néerlandais. Mais Akpom, voilà, quand tu regardes les stats, les performances, tu dis bon, impression qu'il fait pas un bon passage à l'Ajax, sauf c'est un joueur qui a été baladé sur tout le flanc de l'attaque, à gauche, 9,5, à droite, et finalement le poste de pur neuf c'était plutôt Brobé qui l'occupait, et par contre Akpom qui avait beaucoup performé avec Middlesbrough en Championship, bah ouais, en alternative de David, je pense que c'est ouais, une bonne solution et qu'il est en train de marquer pas mal de petits points. Ouais, ça fait 2 buts en 2 matchs et il nous montre vraiment une belle palette. Il y a une action qui m'a beaucoup plu, c'est en première période où il fait vraiment un espèce je dirais pas un contrôle orienté, mais une feinte où il dépose 2 défenseurs rennais, il se met sur une bonne position de tir, et je me suis dit que ouais, il a quand même un beau petit bagage technique. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Natsuo, Akpom c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, donc à voir pour la suite ce que ce LOSC va pouvoir un petit peu nous montrer. Il y a un Lille-Monaco qui arrive, j'ai parlé de Lyon-PSG en ouverture, mais sincèrement, on a aussi un match assez alléchant avec Lille-Monaco, à voir, parce que je pense que ouais, la performance européenne de Monaco peut... voilà, on suivra ça attentivement, mais ça va être un vrai beau match à suivre, ça je suis d'accord. Salut Bertigno, j'espère que tu vas bien l'ami. La cellule de scout du LOSC est peut-être ce qui se fait de mieux en France. C'est vrai que ça pose bien, parce que tu as des bons petits profils, t'as l'impression que tu ne dépenses pas ton argent pour rien, et à chaque fois que tu vas chercher un joueur, ouais, c'est vrai qu'à Lille, il y a peu... Là, comme ça, tu vois, après, c'est vrai que le mercato de l'an dernier d'hiver, avec les Moraes, les Illich, comme j'ai dit, c'était un petit peu trompé. Mais sinon, Lille, ouais, j'ai l'impression qu'ils se trompent pas beaucoup, hein, parce que quand tu prends Sarawi, t'as quand même le compas dans l'œil. Zegrova, pour remplacer à l'époque, je crois que c'était Ikoné.
Ouais, c'est un super joueur. Ouais, Miramon, c'est vrai que Miramon, ça a pas été. Mais tu vois, il y a des équipes où je pense que tu vas. C'est plus que les doigts d'une main pour mettre les petits échecs. Fernandez Pardo, Muko, Baker. C'est vrai qu'en fait, parmi. Parce que là, on parle, tu sais, beaucoup de jeunes joueurs. Après, Baker, c'est pas parce qu'il a voilà, une chevelure un petit peu désherbé qu'il faut lui donner un âge avancé. Mais Baker, tu vois, ce genre de joueur, tu n'y crois pas. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'ils font à aller chercher Baker? Et que ce soit bah justement en backup, que ce soit latéral gauche, latéral droit, ailier, ouais, c'est vrai que notre ami Baker, bah, pour un montant qui doit pas être fou, c'est une bonne, très très bonne idée. Alexandro aussi, je crois qu'ils sont allés chercher assez bas en termes de division ou de club au Brésil. Et c'est vrai que, comme le dit Wissem, Lille a l'air d'avoir un groupe qui vit super bien. T'as vu ce qu'a raconté Cabella? Je vous conseille le Rémi Cabella, Zach en roue libre, qui a été tourné cette semaine, avec pas mal d'anecdotes et sur l'état d'esprit du LOSC et tout, où il disait que, ouais, bon. Je pense qu'il aurait pas dit que les joueurs se foutaient sur la tronche, hein, bien sûr, mais que voilà, le groupe, enfin ça se mélangeait, les anciens, les vieux, les étrangers, les Français, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Alexandro à Chavez en D2 portugaise. Bah voilà, merci Neftia. Je savais que c'était une division basse, mais je savais plus si c'était Portugal ou Brésil. Donc ouais, beaucoup de bonnes choses à dire au LOSC, surtout après la petite turbulence qu'on a vue. Côté Rennais, je le dis encore une fois, hein, faut pas tirer plus la sonnette d'alarme. T'es tombé sur un adversaire plus fort que toi. Faut savoir le reconnaître. Il y avait pas match, même si voilà, Samba a sorti un penalty. T'avais quand même des joueurs qui étaient plutôt en forme ces dernières semaines, comme Jawi Cissé, Assignon, Kalimundo, Altamari, mais Altamari, tu vois, il a essayé, il n'a pas été trouvé. Ouais, je pense que il y a encore un 11 à trouver, peut-être avec des joueurs un petit peu à tester, comme Oleg B. Bon, quelqu'un l'a dit, Seko Fofana. Oui, je pense que Seko Fofana. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jonathan David avec son niveau physique qui était à 60-70% avec l'enchaînement. Là, Seko Fofana. Depuis le retour, oui, c'est du Seko Fofana à 30-40%, et on sait que c'est un joueur que quand il a le réservoir plein, il peut tellement te donner une dimension supérieure. Donc ouais, j'espère pour lui et pour Rennes surtout qu'il puisse un petit peu retrouver un jour son niveau, mais j'ai l'impression que ça va passer peut-être... ouais, faut le dire, peut-être qu'il y aura cette demi-saison de réadaptation, parce que ouais, c'est vrai que à chaque fois, il ne donne pas beaucoup de signes. Après, je sais que là, je pars de la période dans l'ensemble parce que ce soir il avait une petite gêne physique, donc c'est pour ça qu'il n'a pas démarré. Normalement il aurait dû prendre la place d'Ismaël Koné, mais à voir pour la suite. Jacquet, je suis totalement fan, la sérénité dégagée malgré le contexte délicat sans retour. Non, franchement c'est bien parce que on l'a dit, Rennes a fait un gros mercato, Rennes s'est renforcé de tous les côtés, mais on n'oublie pas, je pense que c'est important pour voilà, se réconcilier aussi avec les supporters, parce que c'est je pense un enjeu hein, pour Habib Bey et son groupe, la formation, pouvoir mettre en avant des jeunes joueurs. Et quand tu vois voilà, Truffert capitaine, quand tu vois Assignon, Jacquet, le Brassier qui revient de loin aussi, Cissé, ouais, t'as une bonne petite base pour bosser quoi. Donc à voir pour la suite. Oleg B, c'est intéressant aussi entre la rentrée à Saint-Étienne. Ouais, Oleg B, dans le profil dynamiteur, je suis friand de voir ça sur un peu plus de temps de jeu, parce que il nous a montré quand même une belle petite étendue. Et non, voilà, je pense que ça va servir aussi pour Habib Bey pour la suite, pour se dire que voilà, c'est que le début de quelque chose et que c'est pas du tout la finalité, et que Rennes, voilà, c'est une équipe qui est malade. Enfin, tout à l'heure j'ai dit que c'était pas malade, mais c'est une équipe qui a quand même pas mal de petits soucis, qui doit retrouver un certain niveau de compétitivité. Je pense que ce Rennes-là peut battre les équipes de la deuxième partie de tableau. Par contre, le haut du classement, tu vois ce qui te sépare encore une fois. Écoutez, il y a un match intéressant qui arrive parce que vendredi ils affrontent Reims, donc je pense pire équipe du championnat en 2025 pour se refaire. Bon, et pourtant il y a quand même d'autres concurrents à côté, mais si tu tapes Reims, tu t'offres encore allez, ce petit match-là supplémentaire au niveau du classement, et voilà, c'est vrai que tu mets encore un adversaire direct à 4 points, donc ça peut être bien pour Pyrénées. Bon, vers quoi on va se diriger maintenant? Je propose qu'on aille sur... allez, on va évacuer pour les petits habits stéphanois avant de passer aux Nantais, aux deux raclés.
qui se sont déroulés samedi. Marseille-Saint-Etienne, c'était le 3e match entre les deux équipes cette saison. Et pour la 3e fois, il n'y a pas eu match, hein, parce qu'on est sur du coup du 2-4. On est sur du 11-1 en 3 matchs. Et sincèrement, pour cet OM là, s'il y avait eu le même score que Nice a mis à Saint-Étienne, ça n'aurait pas été volé. L'OM qui a plus de 5 XG sur ce match. Donc en termes de production, c'est vous dire qu'ils ont mis des buts, mais ils auraient pu aussi en mettre. L'Arseneur a été énormément sollicité. C'est là où tu te rends compte que pour Saint-Étienne, malgré toutes les bonnes intentions d'Orneland, même s'il y a des joueurs comme Bouchoiry, je me répète, Bouchoiry fait une excellente saison. C'est sincèrement un très très bon milieu de terrain. J'espère pour lui qu'il trouvera le projet qu'il faut pour la suite. Désolé amis stéphanois, mais je pense que ce que je vais vous spoiler va faire mal, hein, mais Bouchoiry, faut que ça aille voir plus haut. On a parlé de Serie A et de Naples. Je serais vraiment ravi aussi qu'il reste en Ligue 1, parce que c'est le genre de talent qui ferait du bien aussi pour continuer à promouvoir notre belle Ligue 1. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nino Rossi. Cardona, peut-être le mettre un peu plus en avant. Zorico, c'est ça en fait, c'est que t'as tellement personne à Saint-Étienne qu'un Zorico Davitashvili qui te fait un bon match sur 6, tu vas te dire, bon bah écoute, Zorico, peut-être que la pièce elle va de nouveau tomber du bon côté ce soir. Et malheureusement, quand Zorico il est dans une telle période, il n'y a pas grand chose à sauver ou retenir. Pour l'avoir vu à Bordeaux, c'est dur, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour Saint-Étienne à tous les étages. Défensivement, je me répète, hein, mais Babtounsika, Petro, Apia, allez, Nadé, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est ça qui est dingue, c'est que Saint-Étienne est monté en Ligue 1 avec une équipe où t'as 6-7 joueurs Ligue 2. Allez, peut-être un pour moi qui a vraiment un très bon niveau, Bouchoiry, et les 3-4 autres qui peuvent faire des coups d'éclat de temps en temps. Même un Stassin, tu vois, j'aime bien, mais tu sens que ça va être une galère sans nom pour se sauver. Et t'as la chance de Saint-Étienne, c'est d'être entouré d'autres équipes malades, comme Montpellier qui fait sa pire saison au 21e siècle, Le Havre qui a eu beaucoup de soucis, mais attention au Havre qui a pas mal recruté, donc Le Havre, je pense que ça peut passer devant Saint-Étienne. Ouais, c'est vrai que Pierre Ecoua, il est pas trop mal. C'est vrai que Pierre Ecoua, parmi cette catégorie de 3-4 joueurs que j'ai envie de dire pourquoi pas en Ligue 1, t'as Ecoua, t'as Stassin, Davitashvili quand il veut. Cardona, je pense qu'il a le niveau, bien sûr, faut juste qu'il se remette en jambes. Mais ouais, là, tu savais que tu allais passer un mauvais moment, et tu as passé un très mauvais moment parce qu'il n'y avait pas photo entre ces deux équipes, quoi. Et côté marseillais, bah voilà, hein, la confirmation que le 2 Herbie Ball est pleinement présent. Il a fallu attendre quelques mois pour avoir une belle greffe, et je pense que c'était logique parce que l'OM partait de loin, l'OM était 8ème de Ligue 1, l'OM a beaucoup changé, a bouleversé encore une fois son effectif, l'a refait cet hiver, a changé d'entraîneur avec une vision totalement différente par rapport à ce qu'on a pu connaître la saison passée. Mais l'OM joue très très bien en ce moment. Et même quand l'OM, il y a des blocs bas difficiles à manœuvrer, comme celui d'Angers dimanche dernier, ils arrivent à trouver la solution. Moi je trouve que cette équipe, elle respire la sérénité. C'est rare de voir une telle osmose à l'OM. On sait que c'est un club où tout peut aller très très vite, hein. Quand t'as la moindre défaite, ou même j'ose dire match nul, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Non, je pense que cet OM là est plus que jamais sur la bonne direction. Comme le dit Lexington, des personnalités comme Mehdi Ménassia font beaucoup de bien, et c'est vrai qu'on a une équipe qui... T'as à la fois un collectif qui se trouve bien, je pense qu'il y a encore toujours des petits progrès à faire, mais voilà, ils ont cette deuxième partie de saison pour aller de l'avant. Je pense que l'OM sera dauphin sans faire trop de bêtises. Je suis d'accord avec toi, Mathis, voir cet OM là version de Zerbi avec 2 matchs par semaine, quand tu auras ça, parce que oui, on sait que l'absence de Coupe d'Europe a été propice à voir un OM aussi bien tourné. Je pense que si l'OM avait eu de la Coupe d'Europe, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'ils auraient eu un rythme un petit peu haché comme celui de Monaco, voire du LOSC. Mais il n'empêche que
t'avais toutes les planètes qui étaient alignées pour faire une belle saison avec un match par semaine, et ils le font, vraiment à merveille en 2025. Et Amine Gouiri, bah voilà, hein, après avoir été passeur décisif à de multiples reprises, sur les 2 premiers matchs, nous a offert un récital absolu, les 2 buts, la finition, que ce soit la frappe enroulée, pleine lucarne qui tabasse le filet de l'Arseneur. T'as bien sûr aussi ce petit piqué en étant bien parti, la ligne du hors-jeu et tout. Ouais, tu sens que l'OM, alors, vous savez, hein, la théorie du grand attaquant, à l'OM, on l'espère, on l'attend depuis tellement de temps. À voir pour la suite de Gouiri. Il faut évidemment, encore une fois, quand on parle de Marseille, ne pas trop s'enflammer, mais ça fait un petit moment aussi, je pense, qu'on n'a pas vu un attaquant, tu vois, autant te donner sur 3 matchs, avec des entrées en jeu hyper intéressantes. Enfin, l'entrée en jeu contre Lyon, qui était déjà top, le match à Angers, qui était bien dans le rythme, et ce match contre Saint-Étienne. Donc, moi, je suis très content pour lui, parce que quand tu parles d'Amine Gouiri, c'est un attaquant que tu es obligé de kiffer, parce qu'il a vraiment toute la palette complète. À Nice, quand il avait été lancé pleinement en pro après son départ de l'OL, il était resplendissant. Après, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment quand il a été mis côté gauche par Galtier. Là, à Rennes, il avait très très bien démarré. Puis, comme Rennes, dans le contexte, avait pas mal décliné, lui aussi l'a vu un petit peu de moins bien. Moi, je pensais, comme je vous le disais, hein, que Gouiri était mûr pour un challenge à l'étranger, pour changer d'horizon. Mais c'est vrai que quand tu changes d'horizon et que tu vas à l'OM, tu découvres un tout autre truc, univers, et lui, pour l'instant, il s'y fait. Donc on va attendre une saison, comme tu dis. Moi, je sais pas si j'attendrai une saison. Je pense que après cette demi-saison, j'ai envie de voir ce que ça donne, mais c'est clair que notre ami Gouiri nous donne beaucoup de signes satisfaisants. J'ai bien aimé aussi le match de Murillo derrière, qui était appliqué, serein. Le trio, enfin le duo plus Rabiot un peu plus haut, mais voilà, avec Højbjerg, Bennacer, ça tourne à merveille, cette histoire, et l'OM a vraiment fait mal à Saint-Étienne, à appuyer, et ça, je pense que pour De Zerbi, c'est vraiment la meilleure des nouvelles, c'est que l'OM ne se contente plus de marquer 1 ou 2 buts. L'OM cherche constamment à faire mal à son adversaire et aller chercher encore et toujours, et tu sens que les gars sont pas rassasiés, et que ça tourne très bien. Et même quelque chose qui est en train d'être à l'avantage de l'OM cette saison, c'est le Vélodrome. Vous allez me dire, c'est peut-être anecdotique. Moi, je trouve que le fait que l'OM gagne et enchaîne au Vélodrome, après le match de Lyon, celui-ci aussi, on sait que longtemps le Vélodrome, ça a été un petit, je vais pas dire traumatisme, mais que beaucoup de matchs, de pression ont mal tourné, parce que voilà, c'est une liesse, c'est 66 000 personnes, encore il y a déjà eu un record d'affluence, mais on sentait aussi que c'était quelque chose qui était oppressant. C'est pour ça que Marseille faisait de très bons résultats à l'extérieur, mais là j'ai l'impression que l'OM est en train petit à petit de dompter le Vélodrome et de se le mettre dans la poche. Donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles, comme le dit Enzo. Voilà, on pense à Brassier, c'est très compliqué, tu peux très très vite te perdre. Même Wai, souvenez-vous, le premier match contre Reims, il rate 3-4 occasions, premier match, tu sors les sifflets. Donc ça va être tendu. Certains parlent de Rongier, qui disent c'est vrai que Rongier c'est le grand perdant, ça fait de la peine et tout. À voir pour cet été ce que Rongier va vouloir faire, mais je pense qu'avec la perspective de Coupe d'Europe, d'enchaînement de matchs tous les 3 jours, garder Rongier serait une excellente idée, si bien sûr le joueur accepte d'être dans ce rôle un petit peu dans la rotation. Donc c'est là où ça va vouloir... c'est là où on va voir si le projet peut continuer avec ou sans Rongier. Mais moi après, c'est vrai que Bennacer est arrivé, évidemment, par rapport à la stature du bonhomme, tout ça. Tu peux comprendre que Rongier aille sur le banc, mais c'est pas parce que Rongier va sur le banc que c'est un mauvais joueur. Parce que si l'OM a connu un regain de forme en novembre-décembre, après la claque d'Auxerre, c'est parce que Rongier était titulaire sur le terrain. Donc Rongier a quand même posé de très bonnes bases de fondation
pour que cet OM-là retrouve de l'allant, quoi. Les attaquants à Marseille, soit ils restent pas longtemps, Aubameyang, Gomis, Sanchez, soit ils sont bons au début mais se perdent au fur et à mesure. Benedetto, Milik. C'est vrai que c'est un petit peu ça, ouais. Les très bons, on va dire one-shot de l'OM, bah ouais, c'est des Aubame, des Gomis, des Sanchez, où tu te dis, bon, c'est vrai que la saison de Gomis 2016-2017 de mémoire, il avait marqué beaucoup de points. Il n'est pas resté, mais je pense qu'il aurait fait du bien. Et Benedetto, entre nous, le premier match, bah d'ailleurs je crois que c'était contre Saint-Étienne de mémoire, il fait une action de folie, il marque, et moi je m'étais dit, ok, ce gars-là, il est en train de m'emmener avec lui, j'y crois à Pipa Benedetto, et au final ça a été un échec cuisant, mais ouais, notre OM est en train de confirmer son statut, voilà, équipe qui joue un match par semaine, encore plus avec l'absence de Coupe de France, et qui tient son rang. Et puis bah là, tu es en train de voir aussi une équipe qui déroule petit à petit, mais tu te dis que voilà, quand tu auras toujours ces 2-3 petits réglages, alors on voulait qu'on parle aussi d'Amar Dedic, hein, ce fameux latéral piston bosnien recruté à Salzbourg. Dedic, je pense qu'offensivement, il peut être génial, comme il peut être désolant d'un point de vue défensif, parce que sur le but de Saint-Étienne, on a vu certaines de ses lacunes. Après, c'est le genre de joueur un petit peu comme Nuno Tavares, quoi. Il est capable de faire des trucs incroyables, et puis juste après, t'as envie de t'arracher les cheveux. Mais voilà, Dedic, j'ai envie de suivre un petit peu ce genre de zigoto, parce que Marseille a besoin on est client de ce genre de joueur, et je pense qu'il peut proposer beaucoup de choses. Mais oui, quand Dedic sera là, je pense qu'il y a intérêt à mettre un défenseur, voire un deuxième, ou un milieu qui couvre, parce que je pense qu'il y aura quelques petits boulevards. Voilà, j'imagine Dedic face à un Barcola ou un Dembouz en forme. Attention, ça peut faire de gros dégâts cette histoire. On y va pour le reste des matchs à voir. Aïe aïe. Je crois qu'on va passer d'une raclée à une autre. Et ce Monaco-Nantes 7-1, un match dont on se souviendra. Et pourtant, Nantes avait fait le démarrage parfait avec le but d'Ablin. Encore une fois, Ablin cette saison, grand respect à lui parce que il montre énormément de qualité. Il peut même presque mettre un doublé pas loin. Le rouge de Kozza qui est justifié. C'est dur parce que je pense sincèrement qu'avec ce bon démarrage et le rouge, je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas rouge, je pense que Nantes et surtout Monaco, qui est dans une période un petit peu trouble, a du mal à s'en sortir. En fait, la clé sur ce genre de match, bon, c'est #analyse, mais c'est le premier et le deuxième but pour égaliser puis pour passer devant. À partir de ce moment-là, Nantes qui doit potentiellement un petit peu se découvrir pour essayer d'aller chercher un résultat. Si tu passes à 2-1, et Monaco est passé assez tôt à 2-1, et puis après, voilà, c'était porte ouverte, c'était le saloon, mets-moi un bourbon, le serveur, et là, je sais pas combien de bourbons on a pris, parce que très compliqué la soirée nantaise sur le rocher, ça allait de tous les côtés. Content quand même pour Biret, Biret 2 triplés depuis son arrivée, qui confirme que c'est un attaquant qui excelle dans ce genre de situation. Minamino qui marque, on a Ben Seguir aussi. En vrai, je pense que pour Monaco, c'est un match un petit peu particulier parce que vous savez qu'il y a eu une réunion entre le staff, les joueurs, la direction, après le match contre Benfica. Puis je pense c'est la fameuse réunion FM, quoi, pour essayer de booster, de faire un petit coup de gueule pour remonter le moral des troupes. Et sincèrement, ce match-là, je ne suis pas sûr qu'il faille, d'un point de vue tactique, en retenir quelque chose. Par contre, dans l'état d'esprit, tu dis que tu en as mis 7. Et on sait que Monaco a eu beaucoup de mal à se procurer des occasions et se mettre en valeur contre Benfica. Et là, tu dis que tu en as passé 7. Donc, tu vois, dans la tête, peut-être que ça va débloquer quelque chose. Après, on sait qu'il y aura Al-Mousrati absent, Zakaria, Vanderson, Singo toujours blessé, je crois. Donc, attention. Et puis même, c'est vrai que Ablin, Simon, tout ça, ont joué quelques beaux petits coups dans le dos de Monaco. Donc, faut pas relativiser un 7-1 parce que c'est un 7-1 et que c'est quand même très rare et ça souligne la bonne dynamique. Puis bon, on va le dire, sur les 7 buts,
Notre ami Anthony Lopez a été une belle petite passoire. Il y a des buts, je crois que c'est notamment celui de Minamino qui est servi plein axe où Lopez fait une sortie qui est un petit peu incompréhensible. Donc voilà, c'est arrivé de tous les côtés. À voir comment Monaco peut capitaliser sur ça parce que ouais, ils jouent une partie de leur saison sur ce rendez-vous européen. Benfica qui a gagné de son côté contre Santa Clara. Benfica qui a l'avantage au score, qui a l'avantage du terrain. On rappelle la stat, aucune équipe française ne s'est imposée au Stadio da Luz. Donc attention, il y a beaucoup de paramètres un petit peu incertains, voire négatifs. Mais bon, en un autre sens, voilà, c'est le dernier match potentiel, rien à perdre, faut y aller quoi. En fait, pour moi, si Monaco veut passer, faut beaucoup plus toucher Mika Bierretz par rapport au match aller. Parce que si Monaco a été aussi inefficace au-delà de l'histoire du carton rouge, qui est bien sûr voilà, scandaleux, tout ce que vous voulez, Bierretz, c'est quand même un mec, tu sens que si tu arrives à le solliciter dans la surface, que ce soit pour la finition, la conservation de ballon pour décaler des partenaires, si on arrive à trouver un peu plus de connexion, Ben Seguir, Biret, Akliouche, Biret, Monaco sera peut-être en mesure d'aller chercher un peu plus Benfica haut et de leur poser des petits soucis. Mais dans l'état actuel, faut voir parce qu'à l'aller, il a été bien muselé. Donc c'est dès mardi, hein, on va voir ce petit rendez-vous, ce rendez-vous-là. Et quelqu'un l'a dit aussi, hein, c'est vrai que doublé de Georges Ikena qui met un doublé, ça va faire du bien au moral. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui sont un petit peu, on peut le dire, hein, maladroits, dans une mauvaise période, même dès cette saison. Hein. Je vous ai déjà dit que moi, Minamino et Golovin, je suis vraiment déçu depuis le mois d'août pour des joueurs qui pesait pas mal l'an dernier, et puis Golovin même depuis son arrivée à Monaco qui a toujours été un joueur régulier fiable, je ne le reconnais pas dans cette après je pense que l'influence sur le jeu monégasque vient beaucoup d'Akliouche et plus trop de Golovin. On sait qu'à Golovin avant c'était un petit peu le poumon et là c'est un petit déclin quand même pour notre ami Alexandar, donc à voir pour la suite. Mais oui, faut pas oublier que Nantes a posé des soucis à Monaco, que des joueurs comme Ablin et Simon ont été capables de bouger ces lignes-là. Donc un Benfica avec Artukoglou, avec Pavlidis, bon, Di Maria ne sera pas là, mais du Bruma, tout ça. Attention parce que tu as encore de beaux atouts offensifs. Et il va falloir éviter le petit pétrin et pourquoi pas aller chercher une place en huitième de finale. On y croit. Bon, après ce sera Liverpool ou le Barça. Ça va être quelque chose. Le match suivant. Bon, écoutez, on va aller sur le petit Toulouse PSG. Que dire de ce Toulouse PSG là? D'abord, j'ai vu une stat intéressante, je vais vous la montrer, de notre ami Datascout qu'on salue, avec évidemment un PSG qui marque encore sur coup de pied arrêté. On sait que les coups de pied arrêtés défensifs du PSG, ça a été une espèce de négatif, hein. Ça a été pas bien trouvé et que ça leur a coûté pas mal de buts. Bon, après, avec Donnarumma, des sorties hasardeuses et tout. Ouais, ça leur a pas porté chance. Par contre, le PSG, c'est les passes menant à un tir dans le jeu et sur CPA, sur coup de pied arrêté. Et le PSG est l'équipe qui se procure le plus d'occasions, le plus de tirs sur coup de pied arrêté. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que Paris, quand on regarde les profils, t'as pas beaucoup de grands. Bon, t'as des joueurs qui sont bons dans le timing aérien, avec Pacho, Marquinhos, mais t'as pas des Golgoth, quoi. C'est pas Gabriel, par exemple, Arsenal, t'as pas du Haaland, t'as pas du Ruben Dias, du Ake, etc. C'est pas des monstres de taille, et par contre, je trouve qu'ils sont toujours bien placés, et c'est intéressant parce que dans la période actuelle parisienne, qui est bien sûr excellente sur tous les points. On cherche encore peut-être, je pense, pour le staff et Luis Enrique, les petits points à aller chercher pour améliorer cette équipe. Et c'est vrai que ce PSG-là, s'il devient aussi tranchant sur coup de pied arrêté, ça va lui donner encore plus d'opportunités pour conclure des actions et faire mal à son adversaire. Donc voilà, le match de Toulouse, c'était un petit peu de rotation avec Mayoulou qui était présent, Beraldo. Contre un adversaire aussi inoffensif, c'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'on joue en trottinant, ça passe quand même. C'est comme au match aller. Hein. Toulouse, je pense, aurait pu
quand même, voilà, c'est dur parce que pour Toulouse, c'est les matchs de gala et t'as du mal à te procurer des situations. En plus, là, il y avait que Aboukral. Je sais que pour Franck Magri, c'est très compliqué cette année, que Babika a plus un rôle de super sub. C'est dur pour les Toulousains de rivaliser quand même les bons joueurs d'habitude, même si là pareil ils ont un petit creux, c'est Goubo et King sont pas là. Ça a failli marcher cette tactique du bus. Oui, c'est vrai que ça aurait pu rapporter un point, mais voilà, Toulouse a pas proposé grand chose et Paris a eu le mérite d'être patient, de marquer sur coup de pied arrêté avec la déviation de Pacho pour Fabien Ruiz et d'être voilà dans sa concentration habituelle, de pas laisser de miettes. On rappelle, hein, après 22 journées, le PSG est toujours invaincu. On se souvient d'une certaine prédiction, hein, quelqu'un l'avait dit, hein, et si le PSG finissait invaincu. Pourtant, c'est pas l'équipe qui, sur le papier, il y a 2-3 mois, faisait rêver le plus dans l'RQSI, mais c'est celle qui peut se rapprocher nettement de cet objectif. Et voilà, il y a quoi? En match tendu, t'as encore Lille, t'as Lyon, t'as l'OM, mais bon, on sait que si cette équipe, ce PSG-là, est à 100%, et c'est le cas, ouais, je pense qu'ils peuvent aller ils peuvent voyager sereinement sans trop de soucis, quoi. En ayant fait jouer Neves et Vitinha 30 minutes. Non, mais c'est ça, je pense que Luis Enrique était très clair. Priorité Ligue des Champions, enchaînement. Gvara était aligné. Alors j'ai vu que certains étaient voilà, critiques envers Gvara, mais Gvara qui est aligné dans ce rôle de faux neuf face à trois défenseurs centraux qui a tenté mais n'a pas trouvé la clé. Je retiens quand même un Gvara qui nous a fait une super action contre Monaco. Je pense que Gvara, faut être patient. C'est un mec qui a eu un mois sans jouer depuis après Naples. Bien sûr que je vais pas faire semblant. Oui, les débuts de Gvara sont loin de ce qu'on peut attendre d'un transfert à 70 millions et puis surtout d'un joueur de cette qualité-là qui nous a montré une capacité à faire énormément de différence en Serie A. Mais je suis pas. Je pense que si Luis Enrique a trouvé voilà, le bon rythme avec Barcola, Dembélé, Doué, le retour en forme de Vitinha, João Neves, bon, lui qui a été intégré très très vite et qui a été très bon d'entrée comme Pacho. Je suis pas inquiet pour Gvara. Je pense que le coach espagnol va lui transmettre les bonnes clés du camion et que ça tournera dans un bon sens, mais à l'instant précis, et c'est vrai que tu vois, c'est pour ça que c'est un sport où ça peut aller très, très vite dans un sens ou dans l'autre. Il y a 3 mois, quand tu voyais tous les déboires de finition en Ligue des Champions et que tu disais, voilà, cet hiver, on te ramène un Gvara, mais par contre, le trio titulaire sera Barcola qui n'arrivait pas en Ligue des Champions, Dembélé qui avait des bonnes stats mais qui était encore une fois maladroit lui aussi en LDC, et Doué qui nous avait pas fait beaucoup de matchs titulaires. Fallait le deviner et Luis Enrique il s'accroche à cette idée-là. Et pareil, Désiré Doué doit progresser dans la finition, je suis d'accord, mais Doué en même temps c'est un joueur qui a une bonne période, mais ça reste un 2005. Je pense que c'est quelqu'un qui va devoir toujours nous montrer plus et il en a la capacité. Sincèrement, j'en suis convaincu. C'est un joueur qui n'est pas connu pour être le meilleur finisseur, mais s'il veut se rapprocher de la cour des grands, et quand je parle de cour des grands, c'est voilà, être à une table séduisante parmi beaucoup d'autres cracks en Europe, et puis surtout s'il veut aller toucher l'équipe de France, je pense que lui-même il en est conscient, et comme tu le dis, hein, il a encore plein d'irrégularités, c'est normal. Ouais, c'est là où il doit bosser, mais quand tu vois quand il est arrivé, quand il a fait des entrées, que c'était timide, c'était peut-être pas ça. Et puis là, pareil, il y a eu un petit déclic. Le match contre Lyon, le match à Monaco. Là, sincèrement, Doué, depuis 2 mois, il enchaîne bien. Et ça peut arriver qu'il y ait des matchs où ce soit pas conséquent sur 90 minutes. Mais la progression reste très intéressante, je trouve. Ah bah le RP Neymar, voilà, hein, tu sais que quand t'as un joueur chouchou... tu vas essayer de limiter et tout. Je peux comprendre que ça interpelle, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que on a besoin de ce genre de petits frissons en Ligue 1 pour continuer la belle histoire. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir comme match? On va parler bien sûr de ce Montpellier-Lyon. Compliqué pour Montpellier parce que la première mi-temps est pas mauvaise du tout. Sincèrement, Montpellier pose des soucis à l'OL. T'as le milieu de terrain, Tesman Matic, qui met un petit peu de temps à se mettre en route. T'as des joueurs qui réussissent à poser des soucis, comme Koulibaly,
qui fait un match intéressant. Et puis Montpellier se fait tuer encore une fois toujours par sa défense, par ses défenseurs, par des erreurs individuelles. Et Maïté, c'est le moment pour moi de sortir les menottes. J'avoue que quand Brassier était au fond du trou, je ne comprenais pas pourquoi Roberto De Zerbi ne relançait pas Maïté à Marseille, qui était pour moi un joueur intéressant, voire très intéressant à Lorient, qui avait fait des matchs. Tu te dis pourquoi pas lui laisser sa place à Marseille. Et puis tu vois, il était passé numéro 5, numéro 6 dans la hiérarchie. Et en fait, je comprends pourquoi. Parce que je pense que Maïté est un joueur qui a le moral dans les chaussettes. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour qu'on retrouve un Maïté pertinent. Mais oui, premier but, l'erreur individuelle. On a aussi le deuxième but où il se fait tuer par Nouama. Et après, voilà, quand il se fait sortir, il se fait siffler. Enfin, là, c'est dur. C'est dur pour lui. Côté OL, il y a quand même des hommes en forme. Encore une fois, c'est plus que des hommes en forme. C'est des hommes en forme sur la saison, comme Tolisso et Cherki, qui sont en train de parfaitement se mettre au diapason et porter l'OL, que ce soit bonne ou mauvaise période, ils répondent présent. Non, Maïté, non, bien sûr, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué et qu'il doit retrouver un enchaînement, mais c'est vrai que tu démarres dans la pire défense de Ligue 1 et tu fais des matchs comme ça, même à Strasbourg, c'était très compliqué. Strasbourg, il est aussi sur les buts. C'est là, tu vois, que tu peux te faire punir assez vite. Donc, force à lui. Et puis, ouais, Montpellier, c'est même avec cette bonne volonté. Parce que, tu vois, je me répète, la première mi-temps, elle est pas dégueu. Il pose vraiment des soucis à l'OL. Il se procure des situations. Mais, voilà, quand tu vois la différence de banc, quand tu vois que l'OL peut appuyer sur le bouton on-off, et quand ils mettent le bouton off pour Montpellier, là, c'est la cascade. Sincèrement, c'est dur pour eux de tenir. Et le 4-1, il peut paraître sévère, mais au final, c'est la juste place de Montpellier qui n'arrive pas à se mettre en route. J'ai parlé de Tolisso et Cherki, mais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs que j'aime bien en ce moment. J'aime bien Koumbedi. Koumbedi, pareil, il était numéro 3 dans la hiérarchie. Derrière Maitland Nice et Mata, on a l'impression qu'il se destinait à un départ cet hiver. Et là, il est en train d'être relancé. Pas à pas, match par match. Et c'est vrai que j'ai bien aimé son match. Je trouve qu'il était vraiment consistant de bout en bout. Donc vraiment une bonne petite nouvelle pour lui. Parce qu'en plus, c'est un joueur, on le connaît depuis longtemps. Génération 2005, vainqueur de l'Euro U17 avec Matistel, avec Atangana, Zahir Emery. Donc c'est bien de le remettre en œuvre. J'ai bien aimé le match de Tessman aussi. Tessman qui était plutôt là, on le pressentait pour être la doublure de Matic. Quand je vois le double pivot Tessman-Matic, je me dis que Fonseca cherche d'abord une sorte d'équilibre à son milieu de terrain, parce que les deux, tu vois, c'est pas les plus mobiles et tout, c'est quand même pas, tu vois, des foudres de guerre au niveau des sprints, mais par contre Tessman, techniquement, c'était propre, franchement, les contrôles, les récupérations, la passe, il est vraiment à l'aise. Et j'avoue que le match de Tessman, moi, j'ai envie de dire, ok, j'ai envie d'en voir plus parce que j'aime beaucoup ce qu'il donne, quoi. J'avoue, en fait, c'est ça, la complémentarité avec Matic, elle saute pas aux yeux. Tu dis, bon, tu mets Matic, désolé, je vais grossir le trait, mais tu mets Matic, sentinelle, joueur qui est parfait pour ce rôle, avec une sorte de 8, un petit peu électron, comme Verretou, comme Tolisso, qui va faire un peu plus d'efforts. Mais Tessman, je trouve que finalement, ça remplit bien certaines cases. Alors bon, comme le dit Faizen, oui, Tessman Matic contre Neves et Vitinha, ça va être marrant. Aïe, moi aussi, je suis assez circonspect sur ce qui arrive. Je pense que même si l'OL là, vient d'enchaîner 2 victoires, il faut relativiser par rapport aux adversaires, parce que t'as mis 4-0 à Reims, pire équipe de Ligue 1 en 2025, et Montpellier, bon dernier, qui est fond du trou, qui a déjà validé l'abonnement à beIN Sport pour le multiplex du vendredi soir. Donc je pense que c'est bien de se mettre en tête que l'OL n'est pas encore, je vais pas dire guéri, parce qu'ils sont en haut du classement, ils sont à la lutte pour l'Europe, donc ça c'est bien, ils répondent présent d'un point de vue du standing des attentes, mais ce match-là, j'entends. Alors avec ça, c'est un partout, franchement, ça, sur la période qui lui a valu son licenciement, il y avait des défauts, mais sincèrement, je pense même contre ce Reims-là et ce Montpellier-là,
Après, c'est vrai que Montpellier, ils avaient gagné 15-0, c'était un match très poussif, donc à voir. Mais Fonseca a le mérite de proposer 2-3 trucs. Pareil, Noama qui en première période est pas dingo. J'aime bien l'idée d'insister avec lui. Il est décisif sur la deuxième période. Le banc, pareil, c'est là où l'OL, tu te dis que ça peut quand même compter avec l'enchaînement Coupe d'Europe Ligue 1. T'as Almada qui fait encore une entrée sympathique. T'as Lacazette qui marque, lui aussi ça va lui faire du bien à la tête. T'as également Abner qui fait une bonne passe décisive pour notre ami Lacazette, sans parler de Fofana qui revient aussi après sa blessure. Donc ouais, c'est bien pour l'OL. Bon petit... un bon enchaînement là d'adversaires très faibles pour se remettre à l'endroit, mais évidemment contre Paris ça va être un tout autre monde, même si c'est un Paris qui sortira d'un match de LDC. Je pense que ça viendra avec la grosse équipe et j'ai peur pour cette OL là qui défensivement m'apporte pas encore toutes les garanties possibles, même si encore une fois je trouve que voilà, les latéraux Tagliafico, Koumedi c'est très bon. Niakate, j'ai envie de le voir encore plus prendre son rôle de leader, mais on a souvent parlé, même sur Hors-jeu lundi, je pense que Niakate, ce qui va longtemps le desservir, c'est son prix. Niakate à 10-15 millions d'euros, t'aurais dit bonne affaire. Niakate à 30 millions d'euros, ah, tu restes sur ta faim, t'es obligé. Je pense que c'est pas Fonseca qui fait que Cherki Mikotadze puisse être décisif. À mon avis, c'est juste la nullité de Montpellier. C'est ça. Mais bon, même un Mikotadze, tu vois, hein, qui avait la tête un petit peu à l'envers, qui met son petit but, qui enchaîne, qui en met un deuxième après Reims. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin d'être rassurés dans cette équipe lyonnaise. Donc, c'est comme Monaco, voilà, qui met une dérouillée à Nantes. Je pense que l'OL et ses attaquants avaient besoin de ces deux matchs-là en mettant 8 buts. Et de voir ça, par contre, encore une fois, Tolisso, chapeau, hein, Tolisso qui marque encore, qui est sur son 4e match d'affilée où il plante, avec ce rôle qui est quand même très intéressant pour lui, même si moi je trouvais qu'il était bon aussi, que ce soit en 8, des fois un peu plus reculé, mais Tolisso qui occupe ce qu'aurait dû être le rôle d'Almada sur sa deuxième partie de saison, voire de Cherki, bah écoutez... on a souvent eu ce débat, Tolisso, retour ou pas retour en l'équipe de France. Connaissant Dédé, ouais, je pense qu'il y sera. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent prétendre à cette sélection, mais le fait de rappeler Tolisso, après tout ce qui s'est passé, après avoir vu un joueur aussi, voilà, sur le déclin, parce que c'est vrai que le déclin physique de Tolisso était quand même assez accentué, bah, c'est quand même, serait quand même une belle petite main tendue, et puis ça récompenserait aussi globalement le retour au premier plan d'un joueur qui nous montre énormément de satisfaction, quoi. Dans sa dernière conférence de presse, Fonseca veut continuer à essayer de ressortir proprement depuis le gardien malgré les presque buts contre Montpellier et Reims. Oui, je peux comprendre cette idée-là, mais Fonseca, c'est ce qu'il essayait aussi à Lille, et des fois, c'est ce qui lui a coûté des buts. C'est un entraîneur qui a ses petits dogmes, hein, donc faut s'attendre à quelques frayeurs. Si le ballon chauffe dans les pieds et que t'as Barcola, t'as Doué, t'as Neves, t'as Dembous qui pressent, à voir, mais en tout cas... Dimanche prochain, on va avoir... après, moi, j'aime bien les OL PSG parce qu'il se passe toujours plein de choses. Ça va être un bon petit rendez-vous. Donc, à voir pour ça. Tu disais que Matic Tessman, c'est pas les foudres en termes de course et Batoisso a compensé tout ça avec un moment de course. Non, mais c'est sûr, mais je disais en termes de double pivot, si on parle juste de ce profil-là. Mais c'est vrai qu'avec l'activité de Tolisso devant, ça fait du bien. Mais Tolisso qui peut aller un petit peu partout. Une fois que tu as perdu le ballon et que Tolisso est loin de ton but, c'est vrai que Matic Tessman, attention à ce qu'il soit pas trop exposé. Et le match de Paris, je pense que ce sera la même compo, hein, à moins d'une dinguerie. Je pense qu'on aura à peu près les mêmes joueurs. Donc à voir ce que ça va donner. Encore une fois, force aux Montpellierins pour la suite. Ça s'annonce compliqué, les amis. On y va pour, je crois, la dernière équipe européenne, qui joue le top 6 en lice. L'OGC Nice, qui confirme avec un nouveau succès. Et comme d'hab, hein, en Ligue 1, pas grand-chose à reprocher à Nice parce que c'est des matchs sérieux. Attention à la fin, c'est vrai qu'il y a cette histoire de penalty pour Dante. Et on sait qu'avec, vous savez, hein, le ballon qui touche d'abord une partie du corps puis la main, on a eu des exemples, contre-exemples avec Rabiot, avec d'autres. Donc je peux comprendre la frustration des Havrais. Je reste quand même sur plutôt le contenu sportif. Le Havre a quand même été intéressant. Le Havre peut
sortir grandi de cette défaite et confirmer que ouais, après le match et les 3 points à Lille, c'est une équipe qui va pouvoir, je pense, aller au moins récupérer la place de barrage sur Saint-Étienne parce qu'ils ont vraiment des bons petits atouts. C'est pas parfait, t'as encore une grosse fragilité parce que là, voilà, la défense a pas mal concédé, a été assez naïve sur les 3 buts. Mais en face, quand t'as un duo comme Guessant-Laborde qui laisse aucune miette, aucun répit. T'as des bons joueurs comme Sofiane Diop, t'as du Ali Chaud, là t'as eu l'entrée de Boga. C'est vrai que côté Nice, t'as de quoi faire. Hein. T'as clairement un matos qui est en train de prendre forme. Je vais juste me remettre ça. Ouais, t'as aussi Ndombele qui rentre en jeu. Ouais, non, vraiment, ce Nice-là, il fait le job en Ligue 1. Ça me dérange que Nice soit 3ème quand tu vois ce qu'ils ont fait n'importe quoi en Europa League. En vrai, si on continue ce débat, parce que je pense qu'il sera là jusqu'au bout, mon cher Bertigno, toi qui suis Nice, je me suis posé cette question. Si Nice finit en Ligue des Champions, tu vois, si Nice finit top 4, mais avec tout ce qui s'est passé en Europa League et en Coupe de France, est-ce que ce sera une bonne saison pour toi ou une saison mitigée? Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour Nice, qui est une équipe ambitieuse, qui a des moyens, mais t'as quand même de la concurrence à côté pour un LDC, c'est quand même bien, tu vois, d'aller en Ligue des Champions. Ils n'ont pas fait tant que ça de fois. Enfin, ils ont pas été. Il y a aussi les matchs contre Naples et l'Ajax sous Favre. Mais c'est quelque chose d'assez particulier. Saison mitigée car une honte en Europe et Coupe de France. Non, en vrai, moi je peux le comprendre. Parce que tu aies eu ce parcours critique en Europa League. 3 nuls, 5 défaites, avec beaucoup de blessés, on pourra pas l'enlever, mais bizarrement, bon, les blessés et l'envie, ça revenait le week-end avec Nice, même quand il y a eu cette période assez désastreuse en Europa League, a quand même pris pas mal de points et des bonnes petites victoires en Ligue 1. Je pense que, en vrai, l'Europa League, ils ont vu qu'au bout de 3-4 matchs, ça ferait pas l'affaire, ils ont décidé de lâcher prise. Et oui, cette stratégie, elle est en train de payer en Ligue 1 parce que Nice est là, Nice répond présent, Nice gagne contre les adversaires à sa portée, Nice gagne contre les concurrents à l'Europe, que ce soit Lens, que ce soit l'OM où ça avait été un top match. Donc oui, c'est vrai que c'est en train de l'apporter, mais je pense que, tu vois, il y avait l'Europa League et tout. Ouais, c'est dur de dire ça, mais le sacrifice par rapport au nombre d'absents, l'infirmerie, la dynamique et tout, tu dis ok, pourquoi pas. Par contre, le match de Coupe de France, là, t'as plus d'excuses. Parce que t'as plus d'Europa League, t'as une équipe à ta portée, t'as encore une fois je vais pas dire un boulevard, mais si tu affrontes pas le PSG, t'as quand même de grandes chances de te retrouver au Stade de France. C'est particulier, mais je suis content de t'entendre dire parce que voilà, c'est vrai que c'est un sentiment très bizarre. Honnêtement, c'est un gros paradoxe. Et non, mon cher Natsuo, j'ai pas encore vu Bref saison 2. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours sur cette série. Moi, j'avais adoré la première saison sous forme de pastilles de 5 minutes. Là, j'ai vu que c'était vraiment des vrais épisodes de 30-40 minutes. Mais voilà, j'ai vu le casting et vu mon affection pour Bref. Bien sûr que je vais regarder ça tranquillement, je pense, semaine prochaine. Voilà, avec après la LDC et les Coupes d'Europe. Mais trêve de plaisanterie par rapport aux séries. Regardez Severance, les amis. Juste passage, hein. Regardez Severance. On est en train d'assister à une série monumentale. Hein. Un truc qui marquera, je pense, une génération pour pas mal d'années. Non, Nice, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez leur reprocher? Ils font des matchs sérieux, c'est appliqué, ça va chercher son adversaire. Le Havre a eu le mérite de marquer un but par Kechta, a essayé de poser des soucis. Le Havre n'était pas dans une posture pour fermer le jeu, et ça s'est vu sur les buts encaissés. Mais vraiment, je trouve que ouais, ils sont parfaitement. En fait, cette équipe, elle est solide, et il y a aussi des atouts offensifs et un milieu de terrain qui tourne bien. C'est la patte francaise, et on l'a souvent dit, la meilleure recrue de cette saison pour Nice. Même si tu avais des bons petits joueurs où tu sentais que ça aidait beaucoup, comme Klaus a relancé, Abdi que tu vas chercher en Ligue 2, Ndombele, on sait qu'ils aiment bien ce genre de coup à Nice. Mais Francaise, parce que Francaise, qui est ton guide, quand on sait que les relations Nice-Ineos, c'est compliqué, quand Ineos, là, ils sont en train de se focus à 100% sur la 15e place de Manchester United et de se dire, bon, est-ce qu'on vire Ruben Amorim ou pas? Et pendant ce temps-là, Nice continue son bonhomme de chemin.
avoir des personnes compétentes, parce que je pense que Fabrice Bocquet est un dirigeant compétent. Je pense que Jean-Pierre River a aussi marqué sa période. Et oui, pour le reste, Francaise, top coach de Ligue 1, top coach français. Et ça permet d'être vraiment sur de bons rails. Il y aura toujours pour moi ce regret Coupe d'Europe, parce que c'est pas possible que Nice soit pas dans les 24 parce qu'il soit tombé sur plus fort que soi. Et encore, quand tu vois le tirage et tout, bon, il y a quand même moyen de rivaliser. Tu vois les performances des autres clubs français. Si Brest l'a fait, Nice aurait dû le faire, tu vois. Et non, sincèrement, ils ont totalement oublié cette épopée éventuelle en Europe et sont concentrés à 100% sur le championnat. Et tu dis que cette équipe qui a plus qu'un match à jouer par semaine, avec un 11 où tu as petit à petit des retours de blessures, où je trouve que la profondeur de banc en attaque, on n'a pas encore revu Mofi, mais rien qu'un Boga qui est pour moi un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 dans son registre, c'est top de chez top, quoi. Vraiment, ça tient la route, et à voir pour la suite. Alors, il n'y aura pas Melvin Bard pour la semaine prochaine. Je regarde juste le calendrier, ça dit quoi pour nos amis niçois. Prochain match, tu reçois Montpellier. À moins d'une dinguerie, ça devrait faire 3 points, 3 points dans la besace, quoi. Donc, à voir ce que ça va un petit peu donner. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah, Lens-Strasbourg. Ah, Strasbourg, gros morceau. Gros morceau, très gros morceau. Strasbourg, chapeau parce que j'ai envie de faire un petit mea culpa. Après, j'ai envie de faire un mea culpa, je sais pas. Mais je vous ai souvent dit que cette équipe, je la trouvais hyper intéressante, beaucoup d'énergie, que malheureusement il y avait peut-être trop de jeunesse et que ça allait les tuer par moment. Malheureusement ça l'a fait à l'automne, mais là sur la période actuelle ils sont à la lutte pour l'Europe. Faut souligner, se dire que cette équipe est en train de grandir match après match, semaine après semaine, et nous offre un profil beaucoup plus complet. Et évidemment, en tant que Bordelais, je suis ravi de voir un Dylan Bakwa réussir à marquer et être passeur décisif. Très content pour lui, parce que tout à l'heure, on a parlé de Davitashvili, et pour avoir vu Bakwa et Davitashvili en même temps sur une saison à Bordeaux, on sent que Bakwa a les capacités d'aller plus haut que Davitashvili si on doit fixer des limites ou un plafond de verre aux joueurs. Bakwa, il y a vraiment un pur registre de dribbleur qui est déroutant, qui est hyper satisfaisant. Et même en Ligue 2, il n'y avait pas des stats qui étaient folles, mais vraiment, c'était quand il est parti, on a senti sincèrement un Bordeaux avec ou sans lui, parce que Bakwa avait vraiment ce profil de poison, de mec qui cherchait à mettre le bordel, et c'est compliqué, ça a été compliqué sans lui, et je suis très content qu'il se développe bien à Strasbourg, et que voilà, j'ai vu pas mal de Marseillais dire qu'ils voulaient de cette fumée au Vélodrome, qui voulaient du bon petit Dylan. Bon, ça me ferait de mal au cœur, mais voir tu vois la reconnaissance de supporters, d'observateurs de Ligue 1, et de le mettre en avant. J'écoute Web Girondin depuis des années, je suis pas supporter bordelais, mais comment Bakwa se détaille par un supporter, ça paraît de poulet sans tête. Non, franchement, en fait, c'est dur, parce qu'il a eu des matchs sans, mais c'était sa première saison en pro. Il y avait beaucoup d'attentes autour des jeunes joueurs à Bordeaux, ceux qui venaient de la formation, mais avec du recul, sa saison était bonne, quoi qu'il arrive. Et comme je te dis, quand il est parti, t'as senti un vrai vide. Donc c'est là où tu mesures un petit peu l'importance que tu ne pouvais pas peut-être mettre en avant à une époque. Et Bakwa, très très bon joueur, pareil, hein, Valentine Barco. Football Manager ne s'est pas trompé, les amis, hein. On a un vrai talent. Bon, Football Manager s'est pas trompé. On a quand même un joueur qui n'a pas eu des expériences européennes très satisfaisantes entre Brighton et Séville, mais Barco, j'ai vu son âge, c'est vrai qu'il a que 20 ans, c'est quand même super jeune, encore une fois, hein. On va se répéter à chaque fois, et l'ouverture pied gauche qu'il fait pour Bakwa sur l'ouverture de score, waouh, franchement c'est hyper satisfaisant, et l'enchaînement de Bakwa derrière avec le contrôle, le crochet, et puis se mettre face au but et bien finir, parce que pareil, Bakwa c'est ce genre d'ailier qui a tout pour faire des dégâts dans les 30 derniers mètres, mais s'il rajoute la finition, ça va lui donner encore plus de possibilités. Emega, pareil, hein. Emega, c'est 10 buts cette saison, sa meilleure saison d'un point de vue statistique. Et comme je l'ai dit sur Twitter, en fait, je trouve qu'aussi Emega est devenu plus méchant. Enfin,
réussi à finir ses actions, c'était son petit défaut, même si tu sentais un vrai potentiel, mais surtout je le trouve vraiment l'envie de faire mal à l'adversaire, quoi. Genre la moindre miette, le moindre ballon, bon, la semaine dernière quand il prend le ballon à Nanassi ça fait raccro, mais ça prouve surtout que c'est un mec qui a la dalle et qui a envie, tu vois, de stats, qui a envie de se faire un nom. Et tu vois, même quand je vois de ses sorties médiatiques et tout, tu sens un mec hyper exigeant envers lui-même, tu sens qu'il aime bien tailler ses adversaires, les taquiner, et moi j'adore ça personnellement. Encore une fois, hein, le trash talking, tant que ça reste on va dire cordial, tant que c'est pas insultant ou quoi, c'est un plaisir. Et moi, Emega qui dit Balerdi c'est mon petit, tout ça, enfin je suis friand de ça, enfin Emega qui devient un personnage de Ligue 1, je suis ok. Et surtout on sentait ce potentiel l'an dernier, mais là j'en suis de plus en plus convaincu. Emega, ça sent quand même ouais, quand il a dit aussi tranquille wesh, enfin tu vois, Emega quand il va devenir encore plus complet, enfin là il est en train de faire sa saison référence, mais Emega, je vous le donne en mille, hein, transfert à 35-40 millions d'euros en PL, hein. C'est ce genre de profil, ça va aller chercher. Il y a encore quelques trucs à étoffer évidemment, mais sur ce qu'il nous donne à 22 ans, puis sur le démarrage en 2025, il est en tous les beaux coups. Donc ouais, à Chelsea au hasard. Alors, est-ce que Chelsea a un souci de numéro 9 ? Chelsea a besoin d'un autre 9 ? Je vous laisse deviner ça. Mais Chelsea, je trouverais ça un petit peu trop tôt. Moi, tu vois, j'imagine un club, tu sais, qui travaille bien comme Bournemouth, comme Fulham, comme... Ouais, je vais peut-être dire une dinguerie, les gars, hein, mais si Newcastle perd Isaac, voilà. Je sais que ça paraît ouf parce qu'évidemment, Isaac, c'est 2-3 dimensions d'écart avec Emega, mais si on est dans une attente de progression, de faire un beau pari, je pense qu'il en est capable. Il doit encore grandir, s'épaissir, mais ça reste un très très bon joueur en devenir. Brentford, ça travaille bien, ouais, bien sûr. Brentford aussi. Et non, franchement, ce Strasbourg-là est 7ème de Ligue 1, encore une fois. Récupère la potentielle place Conference League. Et j'ai bien envie de voir ce que donnerait ce Strasbourg version jeune, version Bluco en conférence. Je pense qu'il pourrait faire de bons petits matchs, un beau petit parcours. Pareil, hein, Diego Moreira, comme d'habitude, hein, ça reste un joueur, un des... Ouais, une renaissance qu'on ne pouvait pas deviner, quoi. Je le trouve tellement bon dans son activité de piston latéral, un joueur vraiment sérieux de bout en bout, et ça offre beaucoup de possibilités. Et ouais, ce 11-là, encore une fois, c'est Petrovic le plus vieux à 25 ans, mais ça tient la route. Alors, Omo Bamidele s'est blessé, il a été remplacé par Abakar Silla, donc à voir l'évolution de sa blessure. Mais ouais, ce Strasbourg-là, je suis enchanté, je dois vous le dire. Les préceptes d'Eurosenior qui nous avaient donné en début de saison étaient quand même assez captivants. Je me disais, bon, on va se brancher sur ça. À l'automne, ça avait totalement déraillé, il n'y avait plus trop de fil conducteur. T'avais que André Santos qui se mettait en avant un petit peu, Diego Moreira. Mais dans l'autre sens... Là, depuis 2025, presque dommage, pareil qu'en Coupe de France, ils soient arrêtés tôt parce que j'aurais bien voulu les voir plus loin. Ils se sont fait battre par Angers qui avait été excellent avec un doublé de Le Paul. À voir ce que ça peut donner. Un mot sur Lens qui inquiète aussi, bien sûr, Yo Pérez, on va y venir sur Lens. Lens qui, à contrario, peut-être une croisée des chemins. Attention à Lens. Attention à Lens parce que il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent. C'est ce que l'impression visuelle, elle rejoint souvent les stats. Et le 7 tirs, 0 cadré, ça en dit long, hein. Lens qui a pris 7 points. Enfin, non. Ils ont pris le plus faible nombre de points depuis la remontée. Et Lens a beaucoup de mal à exister offensivement à Bollaert. C'est bien de savoir voyager à l'extérieur, d'aller chercher des victoires et tout. Lens en est capable. Mais t'as l'impression que à la maison, il y a du mal. Et Lens, je crois, il n'a marqué que 10 buts à la maison. C'est ça. Lens a pris 14 points à domicile sur 33 possibles. Et Lens n'a marqué que 10 buts à domicile cette saison. Alors, il y a des problèmes, mais ça en dit quand même long sur l'évolution de cette équipe. Après, écoutez, Lens prépare l'avenir déjà.
J'ai le sentiment, avec beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés, on va rajeunir tout ça, on va voir ce que ça donne. Sur le coup, je trouve quand même le 11 compétitif, tu vois. C'est pas dégueu. Après, t'as des joueurs, oui, qui marquent plus comme Sotoka, t'as des joueurs qui ont un petit peu du mal à confirmer, comme Will Steele, pardon. Lapsus peut-être révélateur, mais Andy Diouf, t'as Aguilar qui prend la place de Frankowski. Moi, je suis d'accord avec Enzo. Enfin, je vous l'ai dit, Samba part, c'est gros coup dur. Danso aussi. Bon, Kuzanov, tu pouvais t'y attendre, mais Danso, c'était prévu l'été dernier. Allez, Samba, c'était le truc que tu pouvais pas trop prédire parce que Rennes fait une grosse offensive après s'être raté. Mais bon, tu le perds, c'est un gardien, tu vois. Voilà, tu as quand même bossé et tout. Et les premiers pas de Mathieu tu te disais pourquoi pas. Par contre, Frankowski, un joueur qui a autant donné, qui est un excellent centreur, qui a un apport inimaginable sur son côté droit, qui est un bon tireur de penalty, qui est vraiment une activité qui correspondait à l'ADN Lens version francaise. Bien sûr, Frankowski a eu aussi ses moments d'irrégularité, mais je trouvais que cette saison, il faisait une très bonne... Pour moi, avec Hakimi, il y a Hakimi qui est tout en haut, mais juste après, tu as vraiment lui qui est parmi les tout meilleurs latéraux droits de ce championnat. Et ouais, je suis d'accord. Je pense que parmi tous les départs, je pense que celui qui va faire le plus de mal à Lens, c'est Frankowski. C'est ça qui va être dur à digérer. On sait que Lens, voilà, a eu un discours, voilà, où on a dit qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, qu'il fallait réduire la voilure, qu'on allait beaucoup vendre, qu'il fallait dégager 100 millions, qu'on préparait l'achat de Bollaert, peut-être pour une future vente, que Oughourlian avance un petit peu ses billes. Frankowski est parti à Galatasaray, je ne l'ai pas dit, mais il est parti en Turquie. Ouais, comme en plus, le marché turc est encore ouvert, celui de Ligue 1 a fermé, du coup tu peux même pas remplacer Frankowski, c'est vraiment la double peine. Et ouais, il y a des joueurs comme Fujini qui avancent plus trop, je trouve que Thomasson a aussi un petit coup en dedans. Tu vois, les remplaçants, Anas Zahouri, j'avais bien aimé ses débuts, je trouve que ça cale pas mal. Koyalipou qui nous avait marqué un petit but et tout, là on l'a pas vu. Agbonifo c'est très jeune, Joumaba c'est très jeune. À voir ce que ça va un petit peu donner par la suite, quoi. Mais c'est vrai que je suis circonspect. Après, Lens, tu vois, ils ont le même nombre de points que Strasbourg. Donc, dans l'absolu, rien n'est fini. Mais quand tu vois les problèmes offensifs, et surtout, ouais, au bout d'un moment, je pense que ça peut être une bonne équipe à l'avenir, parce que tu as fait beaucoup d'investissements pour la jeunesse, mais faut être sincère, je pense que Lens prépare le terrain pour l'avenir, et que pour rivaliser avec ce top 6, voire top 7 là maintenant, même Brest, tu vois, qui va revenir et tout, ça va être chaud. Ça va être chaud, je pense, pour Lens. Donc à voir les prochaines journées, les prochaines joutes. Lens, ça fait quoi du coup? Prochain match. Hop, on va voir de suite. Lens, ça va à Nantes. Ça va être pas mal comme match. Ça va être intéressant de voir comment ils vont essayer de se remettre à l'endroit. Parce que là, c'est petite période tendue, même si bon, voilà, tu vois, d'un point de vue du classement, encore une fois, si on prend les forces en présence au début de saison, Lens est plus ou moins à sa place. Allez, peut-être à la 7ème, mais ça en dit oui. Je pense que ce qu'a fait Lens en 2022-2023, merci pour tout, mais ça va être dur de reproduire ça. Et le club est parti sur un autre projet. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Encore une fois, après on parlera Reims-Angers, et après on ira sur le match de vendredi soir, Brest-Auxerre. Reims-Angers, il y a péril dans la demeure rémoise, et j'ai une pensée pour ces supporters rémois qui avaient passé un savon à leurs joueurs il y a un mois. Beaucoup de gens s'étaient étonnés sur Twitter en disant oh, quand même Reims ils exagèrent, ils sont pas dans la zone rouge, bon ils sont pas trop loin de l'Europe, ça peut le faire. Oui, mais je pense que le coup de gueule était salutaire à ce moment-là, et là il est encore plus inévitable. Reims coule. Alors Reims ne fait plus beaucoup de bruit, c'est un club qui est pas très médiatisé, mais c'est quand même triste la trajectoire de ce club, parce que c'est une équipe qui nous habitue à bien recruter, à avoir des individualités d'un certain talent, à des fois bien jouer, à être une équipe solide défensivement, à proposer, tu vois, toujours quelque chose chaque saison. Et là, c'est la saison où tout déraille, où rien ne va.
Jean-Pierre Caillot qui aurait peut-être dû, encore une fois on se répète, se concentrer sur la construction d'un effectif et un mercato hivernal où Reims s'est encore une fois affaibli plutôt que aller chercher à mettre des réserves sur Thiago Almada et l'Olympique Lyonnais. Je suis inquiet. La chance de Reims cette saison, c'est qu'il y a plus faible derrière lui, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et Le Havre, et Nantes, et Saint-Étienne, peut-être Montpellier, prendront des points. Est-ce que Reims est encore capable de rebondir? Je ne sais pas. Samba Diawara, l'adjoint, est là. Il tente de faire quelque chose, mais tu sens que c'est compliqué d'impulser une nouveauté. Je pense que Reims aura un nouveau coach assez vite pour éviter de vivre une saison en enfer, parce que Reims, on le redit, Reims avait fait un mercato estival 2023 assez tonitruant avec les Teddy Thomas, avec les Nakamura, avec les Diakité, avec les Okomu. Ils avaient mis quasiment 50 millions sur la table. On se disait bon, là ça veut dire quand même qu'ils envoient un message et qu'ils veulent jouer l'Europe. Ça l'avait pas fait, le départ de Will Steele. Et là cette saison, c'est vrai que tu as eu un bon démarrage. Les dirigeants ont rappelé que jouer l'Europe c'était quand même envisageable, et patatras, depuis la victoire au Havre en novembre, t'as plus grand chose. Et ce qui est dur pour Reims, c'est que même dans cette période actuelle, défensivement c'est faible, défensivement il y a la perte d'Agbadou, c'est difficile à définir, mais tu t'en relèveras sans doute pas. Ça va être un casse-tête à remplacer. Et Yevan Diouf essaye tant bien que mal de combler derrière, mais pareil, ça va être tout aussi une galère. Et ouais, c'est vrai que de ce que j'ai vu dans le multiplex, moi sur l'image de 17h15, j'étais sur le multiplex. Ce Reims-là, je me dis que ça va être de la folie, quoi. Caillot a tout massacré au mercato hivernal l'année dernière avec la vente de Matusiwa. Ouais, Matusiwa qui était quand même aussi un poumon. Bon, Mounetti, tu sentais que ça faisait un petit moment qu'il avait dit qu'il avait fait son temps, donc qu'il parte, ça m'avait pas interpellé. Mais bon, Agbadou, Mounetti, ça fait 40 millions d'euros. Voilà, t'es allé chercher du John Patrick, du Gban, t'as pris un nouveau latéral japonais, t'as tenté des petits mouvements, mais tu vois, c'était des joueurs en devenir, c'est des joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1 en plus. La Ligue 1, tu sais que niveau adaptation, ça peut prendre du temps. Et là, j'avoue que Reims, je suis très dubitatif. La Coupe de France pour se rattraper à quelque chose, essayer de sauver ça, oui. En plus, je crois qu'ils affrontent Angers, non? Ils affrontent l'équipe qui vient de les battre. Donc, en niveau dynamique, ouais, Angers va arriver avec plus de certitude. Et pareil, Angers, bravo à eux. Ils se sont remis de leur défaite contre l'OM à domicile, à l'extérieur. Je sais pas si je dois trop le dire, mais ouais, une équipe qui avance en groupe, en bloc, beaucoup de bonnes choses, de bons mouvements de la part de Belkebla, d'Abdelli. T'as bien sûr le coup franc d'El Melaili qui est splendide, qui est très bien exécuté avec la barre. Pardon, Abdelli était pas là. J'ai confondu avec Belkedim qui l'a remplacé dans l'axe, et même Zizou Ferrat, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Et non, honnêtement, cette équipe, elle nous offre beaucoup de bonnes possibilités, parce que j'avoue que moi, début de saison, je voyais Le Havre, je sais plus ce que j'avais mis comme prédiction, mais moi, je voyais Le Havre descendre, et je crois que j'avais mis Angers pas loin, et peut-être Auxerre barragiste. Voilà, je vous le dis, comme ça, les prédictions, de toute façon, on s'est fait pour... pardon. Les prédictions, c'est fait pour se tromper. Mais non, cette équipe, avec voilà, un attaquant qui se révèle et qui a été un petit peu maladroit cet après-midi, Esteban Le Paul qui est en train de devenir une petite confirmation en 2025, une bonne révélation. Derrière, ça tient la route, même si tu vois, ça paye pas de mine avec Raoul Soa, avec Bamba, Le Fort, Anin. Fofana qui fait une bonne saison au cash, je trouve, qui est vraiment un des bons gardiens de Ligue 1. Et voilà, cette équipe... qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, avec peu de moyens, qui a le plus petit budget de Ligue 1, la plus faible valeur sur Transfermarkt d'actifs au niveau de son effectif. Et bravo à Dujeu, bravo à Alexandre Dujeu, parce que ce qui nous montre, bien sûr, contre l'OM, voilà, il a tenté un petit bloc bas et ça n'a pas payé, mais quand Angers sort un petit peu du bois, ça peut être une équipe intéressante de Ligue 1 et qui s'offre une jolie saison. Honnêtement, voir Angers, là ils sont combien? Angers, ils sont
Angers, tu vois, ils sont 11e, ils sont passés devant Auxerre quand même. Alors que Auxerre, c'était l'attraction de la première partie de saison. Ils sont passés devant, donc bravo à eux, parce que ils sont en train de se mettre à l'abri. Et je pense que vu la qualité individuelle, mais aussi le collectif, ça avance en bloc ensemble. Ouais, j'ai du mal à voir Angers dévisser, t'es jamais à l'abri et tout, mais ça m'a l'air quand même solide pour tenir cette histoire. Un dernier match à voir ensemble, les amis. On va se diriger du côté de Francis Leblé avec un Brest-Auxerre, ma foi, en match pour lancer la Ligue 1 qui était assez vivant, assez sympathique, avec Auxerre qui a bien joué en contre les coups, avec un excellent Gaëtan Perrin, notamment le premier but servi par Théobert qui a été bon, pareil. Après une action un petit peu de folie, du ricochet, il a su bien mystifier Bourgault. Bourgault, c'est vrai que c'est un latéral qui a été recruté, je crois, à Concarneau National, qui débute en Ligue 1 là depuis cet hiver, et tu sens que l'apprentissage, voilà, il va falloir pas mal de temps. Mais non, non. Cette équipe de Brest, bon, tu sentais que peut-être la tête un petit peu à LDC. Je pense qu'ils auraient pu aller chercher mieux parce que niveau action, niveau domination, ils étaient devant les Brestois. Il n'y avait pas trop photo. Mais voilà, ça montre aussi que Brest a envie d'aller faire ce baroud d'honneur du côté du Parc des Princes en LDC. Ouais, c'est ça, 18 tirs à 64% de possession. Ils sont bien dominés leur affaire. Encore un but de Ludo Ajorc qui confirme qu'il fait une saison de patron. C'est vrai que Brest marque quand même 4 buts sur le match. C'est vrai que tu as eu des montants et tu as eu le but de Mama Baldé, le retourné. Waouh, sincèrement, chapeau, c'était assez épatant à voir. Ouais, Brest a fait tourner parce que Bourgault était sur le. Voilà, Bourgault, Fernandez, le Cardinal, Salah, Doumbia. C'est vrai que ça avait bien fait reposer pour, essayer d'aligner Amérique. Mais voilà, t'avais du Lesmelou, t'avais du Fèvre, du Baldé, Chardonnay qui restait, Perralage, etc. Que peut faire de mieux Brest contre le PSG? C'est dur parce que, encore une fois, tu tombes sur une des meilleures équipes d'Europe. Tu tentes, t'es pas récompensé, t'as touché 3 fois les montants. J'ai pas envie de dire que c'est peine perdue, parce que voilà, mais quoi qu'il arrive, faut y aller mercredi en se disant que t'auras fait un parcours européen de grande qualité. T'as placé Brest sur la carte du football français et la carte du football européen, ce qui était quand même pas évident en début d'année. Et il y a des bonnes choses à conclure, encore une fois, parce que je pense que Brest est à la lutte pour aller chercher une place en Europe. Ils sont dans le wagon avec Strasbourg et Lens. Et puis la Coupe de France, hein, tu reçois Dunkerque. Alors Dunkerque qui est une équipe sensation en Ligue 2. Donc je pense qu'ils s'en méfient. Hein. Ils seront pas. On a vu le match de Lille. On a vu Dunkerque battre le Paris FC. Donc c'est tout sauf des rigolos. C'est l'étape d'après. C'est Brest. Je pense que si, je l'ai dit pour Strasbourg, hein, mais un parcours en Conference League, pareil pour Brest, c'est la toute petite Coupe d'Europe, mais en termes d'émotion, de vécu, et puis pourquoi pas de résultats, d'aller chercher un quart, une demi, et pourquoi pas mieux, c'est quand même une équipe qui va nous offrir un beau petit visage, ça j'en suis sûr, mais je pense qu'il y a de quoi être fier de cette équipe, même si bon, ils prennent une valise au parc et tout, quoi qu'il arrive, ça aurait été une belle petite épopée. Prochaine journée, les amis, on a commencé un petit peu à regarder ça. On sait qu'il y a des matchs qui vont revenir, comme le Rennes-Reims vendredi soir, Lille-Monaco samedi 17h, ça va être palpitant. En bas, gros match avec Saint-Étienne, surtout pour Saint-Étienne qui doit reprendre sa petite marche en avant sur Orneland, même si ça n'a pas été beaucoup de points, mais on espère pour eux. Auxerre-Marseille, la revanche, parce que Auxerre à l'aller avait giflé Marseille, et puis voir comment Marseille s'en sort mieux dans cette configuration où ils auront le ballon et Auxerre va chercher à contrer, et avec Junior Traoré, Perrin, Sinoeko, ils ont des joueurs pour leur faire mal. Dimanche 15h, le Nantes-Lens, parfait pour lancer la journée. Le multiplex, on aura Nice-Montpellier, Le Havre-Toulouse et Strasbourg-Brest. Strasbourg-Brest pour l'Europe, ça va être intéressant. Et puis 20h45 dimanche soir pour clôturer ça, le Lyon-PSG qui fait bien plaisir. On va finir. Non, t'as un mot à dire par rapport à Auxerre? Non, c'est vrai que Auxerre, si je dois dire quelque chose de plus,
ça gagne pas, ça gagne plus. Mais tu prends des points intéressants, tu vas chercher le maintien petit à petit. J'ai quand même adoré le match de Perrin. J'ai trouvé l'apport de Théobert sur le front de l'attaque plutôt intéressant. Après, Auxerre n'avance plus, mais ça reste quoi qu'il arrive une équipe avec de gros talents individuels. J'ai envie de voir la fin de saison d'Ahmed Junior Traoré qui nous a offert 6 mois fabuleux et qui la cale un petit peu, c'est vrai, en termes de contenu. Mais on sent que Auxerre, ouais, ça piétine un petit peu. Après, voilà, ça reste un promu, une équipe qui a très bien performé, qui a décroché des résultats de fou et qui là doit repasser dans un espèce de ventre mou, accepter de revenir sur des bases un peu moins élevées. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais voilà, depuis le match de l'OM, beaucoup de choses sont passées et très clairement, ouais, Auxerre a bien régressé, mais j'ai envie de dire logique, et l'OM par contre a beaucoup progressé. Et comme je te dis, la configuration de match où l'OM aura le ballon, va essayer, et je pense qu'ils ont les joueurs maintenant pour le faire, pour sortir le bloc auxerrois. Mais attention, derrière, tu vois, avec Akpa, avec Joubal, Diomandé, Mensa, ils ont des armes pour vraiment poser Hoover. Ils ont vraiment des bons petits joueurs, mais en face, tu vois, t'auras quasiment, bon, à part Brassier, t'auras quasiment les mêmes défenseurs. Ouais, j'avoue que je suis friand de ce genre de configuration. Les amis, on va terminer avec notre petite équipe type, la classique. Pas mal de beaux petits choix à mettre, hein. Bon, bien sûr, l'équipe type, c'est un coup de cœur. Alors, il a fait pas beaucoup de temps sur le terrain, mais Bentaleb pour le symbole du but, parce qu'il est fabuleux. Il est incroyable, et puis ça permet de récompenser un joueur qui a été patient pour effectuer son retour et qui revient de très très loin. On ne savait pas s'il allait reprendre sa carrière, c'était compliqué. Au cage, qui c'est qu'on va pouvoir mettre un petit peu. Alors j'avoue que Diakité derrière, on en a parlé évidemment, très très bon le Bafodé Diakité. Gouiri, bon, après là devant je vais pouvoir me faire plaisir, on va mettre Gouiri. Merde, hop, la pub qui s'ouvre. Gouiri, hop, on va mettre Birette parce que ça reste un triplé, même si bon, ça a ouvert un petit peu les vannes du côté de Anto Lopez au cage. Vous êtes des coquins. Ouais, je vais mettre Perrin parce que Perrin a été très très bon lors de ce match. Qu'est-ce qu'on a eu un petit peu comme performance? Strasbourg, j'avoue que si je dois mettre des défenseurs, je vais mettre Koumpedi à droite. Et je vais mettre Barco à gauche. Hop, ça, je pense que ça va le faire. Fofana au but, ouais. Fofana, je suis d'accord. Bakwa, il a fait une entrée. Mais ouais, bon après, c'est Bentaleb, tu vois, j'exagère pour les caméras. Nouama, j'ai... En vrai, côté lyonnais, je mettrais plus... Ouais, Benasser, c'est vrai que ça a été très très bon. Santa Maria aussi. C'est vrai que Bakwa a changé le match. C'est vrai, ça peut s'entendre. Ouais, Fofana au cage pour nos amis angevins. Rabiot. Côté OM, qui c'est que j'ai préféré dans cette configuration-là? Ouais, en fait, j'avoue que Tolisso... J'hésite entre Tolisso et Tessman pour le Lyonnais supplémentaire. Balerdi, ouais, je pense qu'on peut mettre Balerdi, qui a été très bon contre Saint-Étienne. Ça c'est ouf, il y a une équipe qui a mis quand même 7-1 et il n'y a qu'un représentant, quoi. C'est dire qu'il faut relativiser la performance. Oui, Gouiri, Elie et Birette, voilà. De toute façon, le 11 de hors-jeu, demain, on adaptera la configuration. Ouais, Tolisso, c'est vrai que Tolisso, il est tellement généreux qu'on est obligé de le mettre. Et est-ce qu'on mettrait pas un petit Benasser, parce qu'il a quand même été très très bon. Je cherche toujours un joueur qui aurait été, tu vois, encore mieux. Ouais, il y a Fabien Ruiz qui a été pas mal, qui marque, mais qui est pas non plus... C'est vrai qu'on peut mettre un Niçois, parce qu'on n'a pas une Niçois, ils vont chercher une victoire au Havre. C'est vrai que j'ai bien aimé le match de Santa Maria. Pour l'instant, je vais partir sur ça, les amis. Pour ça, j'aime bien. Fofana au cage, le gardien d'Angers. Koumbedi, Diakité, Balerdi, Barco. On a en milieu de terrain Tolisso, Bentaleb, le coup de cœur.
Si j'enlève Bentaleb, je pense que j'aurais mis peut-être un Benasser pour les 90 minutes, mais Bentaleb c'est pour le coup de cœur. Ou alors j'aurais mis Bakwa voilà, pour un vrai entrée super sub, Santa Maria, et puis on complète avec une très belle attaque. Mika Biarret, Gouiri et Gaëtan Perrin. Donc on est plutôt à l'aise. Ouais, demain, non, de toute façon je pense qu'on changera ça. Une équipe qui finit ventre mou en Ligue 1. Ouais, ça pour moi, ça joue le top 6. Hein. Attends, qu'est-ce que tu crois? Il y a des bons, il y a de la jeunesse, il y a du talent, il y a des bons petits joueurs, il y a des patrons, il y a des tauliers, il y a l'expérience. Ça le fait, quoi. Bon, les amis, il est l'heure pour moi de vous laisser. On se retrouve demain sur Hors-jeu avec toute l'équipe, Bruce, Braque, Kanto. Je crois qu'on aura Simbad aussi avec nous. Demain, quiz. Normalement, oui, de ce que je sais. Donc, à voir si on déborde pas au niveau du temps. En tout cas, merci à vous de m'avoir accompagné encore une fois, un vrai plaisir. Je vais mettre pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui n'ont pas tout suivi le replay sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, les débriefs de Scipion, vous connaissez le rendez-vous. En tout cas, merci à vous d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été aussi actifs dans le chat, ça fait grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite. Je pense que mercredi soir, il y a hors-jeu demain, mais sinon, mercredi soir, le petit débrief LDC qui passe bien pour la fin des barrages. Salut à tous les amis, bonne soirée, bonne nuit à vous, salut.